Les super aliments Fonio, Niébé, Moringa, Baobab. Depuis 7 ans, ZKS, Zion Kick-Up Startups, sert ses missions. Stopper la fuite des cerveaux et des compétences d'Afrique. Célébrer le génie entrepreneurial africain. Faciliter la coopération au niveau universitaire, économique, socio-culturel, technologique. Accompagner le déploiement d'investissements d'impact dans plusieurs pays d'Afrique et célébrer le génie entrepreneurial africain. L'Afrique est bien partie parce qu'elle a su observer et apprendre des erreurs des autres. Gaspillage alimentaire, surproduction, épuisement des terres, réchauffement climatique. Face aux défis démographiques, socio-économiques et environnementaux, Zion Kick-Up Startups organise la 3e édition du Salon international de l'entrepreneuriat africain sur le thème « À la découverte des aliments du futur, des systèmes d'alimentation durables ». Au programme, contribution des diasporas à des systèmes d'alimentation durable. Masterclass, table ronde, conférences, expériences culinaires. L'Afrique, le dernier grenier sain du monde, le laboratoire suisse accueilli en Afrique. Rendez-vous du 11 au 16 novembre en ligne, puis en présentiel au Palais de Beaulieu de Lausanne en Suisse. Plus d'informations sur nos réseaux sociaux. Nous vous attendons nombreux. N'oubliez pas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, connectez-vous à nos sites internet www.salonafriquezks.com www.zionkickup.com. Venez nombreux, nous vous attendons. Et abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Ensemble pour un futur plus inclusif, bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Au programme cette semaine, lundi, super aliments. Mardi, financement. Mercredi, technologie. Jeudi, distribution énorme. Vendredi, exposition, masterclass, conférences et plus à Beaulieu. Samedi, dégustation en famille, animation musicale, pitch, etc. Success story, célébration, dîner gastronomique. Au Sénégal, découvrons le fonio, cette céréale très répandue en Afrique de l'Ouest. À l'Université de Lausanne, des chercheurs ont mis au point une solution d'authentification de produits applicable à l'agroalimentaire. C'est le laboratoire dans le champ. Découvrons des aliments typiques d'Afrique et cultivés en Suisse. L'Instant Chef nous fera découvrir un dessert au fonio et le pitch du jour, un projet de ferme. Le fonio est l'une des céréales traditionnelles les plus anciennes d'Afrique de l'Ouest. Originaire d'Égypte pour certains et des confins du sud de Sahara pour d'autres, cette graine dite millénaire possède de multiples vertus. Elle provient de la famille des Poacées, de la tribu des Panicées, du genre Digitaria et de l'espèce Digitaria exilis. Au Sénégal, elle est cultivée dans les régions de Tambacounda, Kolda, Sédhiou, sud de Kaffrine dans le département de Koungheul et Kédougou, sur des sols considérés comme pauvres, peu profonds, sans apport d'engrais ni de fertilisants, dans des zones à faible pluviométrie. Sa culture est traditionnellement une activité de type culturel, exercée par les exploitations familiales et individuelles des ethnies minoritaires conservatrices des valeurs et traditions, telles que les Bédik, Passaré Djalonké, Konyadi et Mandeng. La production du fonio évolue en dents de scie et reste faible et inconstante d'une année à l'autre.
Selon des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, la production du fonio a atteint 3053 tonnes en 2000. En 2007, la filière a eu des catastrophiques avec seulement 889 tonnes récoltées sur une superficie de 1450 hectares. Pour un rendement moyen de 620 kg par hectare, avec 20% récoltés dans la région de Kolda et 80% dans la région de Tambacounda. Actuellement, la production est loin d'être satisfaisante et tourne autour de 6 000 tonnes. Le faible rendement n'encourage guère les acteurs de la filière. Insuffisamment pris en compte dans les programmes et politiques de développement, le fonio est toujours resté le parent pauvre des initiatives étatiques pour accompagner les collectivités locales. Dans un autre volet, il ressort que le travail post-récolte du fonio est qualifié de pénible. Du battage au lavage en passant par le décortiquage, les femmes souffrent le martyre. Ce détail contribue quelque peu au ralentissement de sa promotion nationale. Du fait de son cycle végétatif court de 45 jours pour certaines variétés, le fonio est une solution de lutte contre l'insécurité alimentaire pendant les périodes de soudure des populations de ces régions. À ces atouts viennent s'ajouter la valeur nutritive du fonio avec un faible taux de sucre, une absence de gluten et une présence de 8 acides aminés sur les 20 acides aminés et protéines dont l'organisme humain a besoin. On attribue également au fonio des vertus médicinales de lutte contre le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires. Nous sommes allés à la rencontre d'une productrice de fonio, une très brave dame qui se nomme Kumbamane et qui gère une vaste exploitation familiale. Une exploitation qui s'étend sur 3 hectares et qui est située dans la région de Kolda, plus précisément dans la commune de Vélingara. Elle préside 4 groupements d'intérêt économique de femmes spécialisées dans la transformation du fonio en produits tels que le arao, le tchakri et le sunguf, et 8 GIE de femmes productrices de fonio dont elle assure la formation aux bonnes pratiques culturelles. Elle cultive le fonio uniquement pendant la saison des pluies et sa production annuelle est de 2 tonnes. Pour obtenir des récoltes échelonnées, elle plante une variété différente dans chaque hectare, en utilisant les variétés Momen, Nyara et Lamarana. Elle n'utilise ni engrais ni pesticides, seulement des herbicides. Bonjour, je m'appelle Komamane. Mon exploitation se trouve dans la région de Kolda, à Vélingara. J'ai 4 enfants. Et ce sont mes enfants qui m'aident aux travaux champêtres après la fermeture des classes. Par manque de moyens, c'est nous seuls qui constituons la main-d'œuvre. Mon mari étant dans l'incapacité de travailler à cause de la vieillesse. On manque énormément de matériel car nous ne bénéficions d'aucun accompagnement. Voici le fonio. Monsieur Sanoussi Diakité nous avait offert une décortiqueuse. Mais on n'a toujours pas de moissonneuse ni de batteuse. Nous avions été invités à une grande journée organisée à Kolda pour exposer nos problèmes. Mais on n'a toujours pas eu de retour. Et nous sommes vraiment fatigués à cause de la pénibilité des travaux. Pour labourer son champ, elle fait appel à un tracteur. Le semis est fait à la volée. Et pour enterrer les semences, elle utilise la houssine dont la traction est assurée par un âne. La récolte ainsi que le battage, quant à eux, sont faits manuellement. Ma mère est vraiment épuisée par les travaux, surtout pour le semis et le battage du fait du manque de matériel qu'elle est obligée de louer. Elle n'a que 2 garçons, l'un étudie et l'autre travaille. Il n'a parfois pas le temps. De ce fait, ma mère paye les garçons que vous voyez là. Elle est vraiment fatiguée. C'est nous qui l'aidons. Elle est vraiment épuisée. C'est nous qui l'aidons. Parfois, elle est appelée à aider des GIE, de la part desquels elle peine dans la plupart du temps à obtenir son argent. À propos du fonio, il y a une des variétés qui est très rapide et qui demande peu d'apport en eau, et une qui est plus lente et qui demande beaucoup plus d'eau. Elle paye pour qu'on lui coupe les tiges et nous nous chargeons du battage. Si on n'a pas de décortiqueuse, on fait le décortiquage nous-mêmes à l'aide de pilons et mortiers, lorsqu'on reçoit des commandes.
Le fognon soigne beaucoup de maladies, comme le diabète. Elle reçoit parfois des commandes de tchakiri ou arao à base de fognon. Et elle est obligée d'aller dans l'unité de Mère Diarra pour faire la transformation là-bas. Et on le fait à tour de rôle. Comme la dame ne sait pas comment faire la transformation, elle paye ma mère pour qu'elle assure ses commandes. Elle est payée la journée. On assure la transformation et la mise en sachet. Ça lui aurait été très bénéfique si elle pouvait bénéficier d'une aide sur les équipements de transformation nécessaires, car elle pourrait ainsi satisfaire la forte demande de ses clients. Le fonio est une céréale mineure qui est cultivée au Burkina Faso. Il est placé au 5e rang en termes de production céréalière au Burkina. Depuis un certain temps, on développe les activités de recherche pour compléter la gamme de variétés et de céréales disponibles pour notre pays. Le fonio est très important. Certes, c'est une céréale mineure, mais elle est très importante pour les producteurs. À telle enseigne qu'on a des productions qui tournent autour de 20 000, 25 000 tonnes. Cette culture-là faisait l'objet d'une foire, notamment connue sous le nom de la foire au fonio dans la zone de Kossi. Donc c'est une plante extrêmement importante qui permet donc aux producteurs de faire la soudure, mais également c'est une culture d'exportation qui a son importance donc dans le circuit alimentaire donc de notre pays. Au niveau de la recherche, nous travaillons à élargir la gamme de variétés produites par les producteurs pour leur permettre d'avoir un panoplie de variétés qui puissent être adaptées aux différentes zones de culture. Nous avons actuellement 3 variétés qu'on a homologuées dans le catalogue national. Parmi ces 3 variétés, c'est la CVF 109 que nous promouvons car c'est la variété qui a un rendement plus élevé, de l'ordre de 2 tonnes à l'hectare. Comme c'est une céréale mineure, on a un manque de financement pour pouvoir conduire les travaux. Et nous sommes confrontés à cette difficulté actuellement. Nous pouvons dire qu'au niveau des producteurs, la vraie difficulté actuellement, c'est les post-récoltes. Les producteurs disent qu'ils produisent et qu'après la récolte, les travaux deviennent très difficiles. Ils n'ont pas de machine adaptée pour le décortiquage ni le battage. Et c'est les travaux les plus pénibles qu'ils rencontrent. Pour les grandes zones de production telles que la boucle du Mouhoun, les cascades, les hauts bassins et aussi le nord du pays. Je suis Kaboré Donatien, chef du département technologie alimentaire. Je suis directeur de recherche en biochimie et microbiologie. Je suis Clarisse Compaoré, épouse d'Awende. Je suis chercheur en biochimie et microbiologie au niveau du département technologie alimentaire de l'ESAT. Et par ailleurs, je suis la responsable scientifique du laboratoire de microbiologie. Le département technologie alimentaire existe depuis 1997. C'est l'un des 4 départements de l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies, IRSAT, dont la mission est d'apporter de la valeur ajoutée aux produits alimentaires en vue de diversifier et accroître la consommation et l'exportation et en même temps contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Spécifiquement, il s'agit de mener des activités de recherche sur les filières agroalimentaires,
les céréales, les tubercules, la viande, les fruits et légumes, et j'en passe, de mener des activités de recherche sur la nutrition, la socio-économie alimentaire, de mener des activités de recherche sur les procédés de traitement post-récolte et de transformation des aliments. Et la deuxième sous-composante est d'appuyer et d'accompagner les acteurs de la transformation à travers donc des contrôles de qualité de leurs produits, le développement de l'assurance qualité, à travers des formations, l'encadrement, à travers donc l'appui conseil et à travers aussi le transfert de technologies. Selon la norme internationale ISO 17000, l'accréditation est une attestation délivrée par une tierce partie ayant un rapport à un organisme d'évaluation de conformité que l'on appelle OEC, constituant une reconnaissance formelle de la compétence de ce dernier à réaliser des activités spécifiques d'évaluation comme des analyses, des essais ou des recherches. En gros, l'accréditation, c'est la reconnaissance de la compétence. Et lorsqu'on parle de compétence, il y a des facteurs de compétence comme la qualification du personnel, et on doit avoir des équipements appropriés, des méthodes et des procédures appropriées. On doit avoir des installations donc ambiantes, l'environnement dans lequel on travaille qui soit donc approprié, des traçabilités donc des mesures et la gestion donc des données, entre autres, qui constituent des éléments de compétence. Alors, il faut dire que le département de technologie alimentaire a ses laboratoires de microbiologie et de physico-chimie qui sont accrédités selon la norme internationale ISO 17025 par un organisme appelé donc SWAC. C'est le système ouest africain d'accréditation basé au niveau donc de la Côte d'Ivoire et qui a été mis en place donc par l'ensemble des pays de l'UEMOA. Et par la suite, ça a été élargi au pays de la CEDEAO. Et ce système ouest-africain d'accréditation est dans un environnement international couvert par ILAC. ILAC, c'est International Laboratory Accreditation Cooperation. Alors, les laboratoires du département technologie alimentaire donc, sont accrédités. La première accréditation, c'est en 2012, et là, c'était par le COFRAC. Le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, et ça concernait donc 3 paramètres que sont la flore totale, les coliformes totaux et les coliformes thermotolérants. En 2019, nous avons été accrédités aussi sur l'analyse de l'iode dans le sel. En 2024, nous avons été donc accrédités depuis avril passé par le SWAC, le système ouest-africain d'accréditation des laboratoires. Et là, ça concerne 4 paramètres en physico-chimie, que sont la masse à l'hectolitre, la masse des milligrammes, l'indice de peroxyde et la teneur donc en eau. S'agissant des paramètres microbiologiques qui sont au nombre donc de 5, il y a la flore totale, les coliformes totaux, les coliformes thermotolérants, les salmonelles et Escherichia coli qui jouent un rôle important dans les denrées alimentaires. L'accréditation permet d'optimiser le fonctionnement. Il y a une reconnaissance de la compétence en matière d'essai, dans la mesure où nous utilisons le symbole du SWAC, le système ouest-africain d'accréditation. Il y a la reconnaissance internationale. Une fois que vous êtes accrédité, une fois que vos laboratoires donc sont accrédités, au niveau international, c'est reconnu à travers donc la signature d'accords de reconnaissance mutuelle. L'accréditation permet la réduction ou du besoin de procéder à de nouveaux essais. Nos résultats donc d'analyse, nos rapports donc d'analyse ne sont pas remis donc en cause. Ça, c'est une garantie. C'est un atout aussi sur le plan marketing. L'accréditation, en effet, est une condition de soumission à des appels d'offres. C'est un point de repère en matière de performance, dans la mesure où il existe un tableau de bord, il y a également l'amélioration donc continue dans laquelle donc nous sommes.
qui est une dynamique très importante. Pour les gouvernements et les organisations donc, de réglementation, de législation, les avantages, donc, c'est l'augmentation de la confiance en des données dont on se sert pour établir donc, des lignes de base pour des analyses et des décisions clés, qui est un élément important. Il y a la réduction des incertitudes associées à des décisions qui ont un impact sur la protection de la santé humaine et de l'environnement, et aussi la réduction du nombre de faux résultats positifs et négatifs qui risquent d'avoir une incidence directe sur la conformité au règlement. Pour les clients, l'accréditation est avantageuse dans la mesure où il y a une facilitation du choix des services donc fiables d'essai, de mesures qui répondent bien sûr donc à leurs besoins. Il y a la présence du symbole donc de l'organisme d'accréditation qui est un élément donc important dans la mesure où tous les rapports donc qui sortent du laboratoire donc d'accréditation, il y a le symbole donc de l'organisme accréditeur dessus. Et il suffit de voir donc ce symbole-là, c'est un laissez-passer pour avoir accès à des marchés, que ce soit au niveau local ou au niveau donc international. Donc bref, l'accréditation, c'est une satisfaction donc pour le client, pour l'utilisateur, pour les acteurs donc de la transformation au niveau donc du Burkina Faso. Le premier enjeu, c'est vraiment la reconnaissance de la compétence du laboratoire pour les analyses de contrôle qualité, d'accord? Ensuite, ce qu'on peut mentionner, c'est vraiment la protection de la santé et du bien-être des consommateurs et bien sûr de la population en général. On peut également mentionner la protection de l'environnement. Un autre enjeu qu'on pourrait relever, c'est vraiment la facilitation de l'acceptation des produits exportés dans les marchés étrangers et également la facilitation des importations. Parce que si ces importateurs ou exportateurs ont un document qui atteste de la qualité de leurs produits, document délivré par un laboratoire accrédité comme le nôtre, on ne peut pas remettre en fait la qualité de leurs produits en cause, d'accord? Alors on peut également ajouter comme enjeu de cette accréditation la facilitation des échanges commerciaux et partant de là, la stimulation de la croissance économique. Alors, ce qu'on peut citer comme difficulté majeure, c'est vraiment l'insuffisance des équipements pour les analyses de laboratoire. En l'occurrence, les équipements de la métrologie. Alors que la métrologie est un maillon essentiel de la démarche qualité. Il y a également l'insuffisance des groupes électrogènes qui permettent en fait d'assurer le relais en cas de coupure d'électricité. Il y a également le coût élevé de certains équipements de pointe dont nous avons besoin pour les analyses. Vraiment, la maintenance constitue un réel handicap, en fait, souvent pour la mise en œuvre des activités. Comme difficulté également que nous pouvons mentionner, c'est vraiment la formation continue du personnel qui est impliqué dans la mise en œuvre de cette démarche qualité-là. Parce que la démarche qualité, c'est une démarche dynamique, c'est une amélioration continue. Ce qui veut dire que les acteurs qui sont impliqués dans cette démarche-là ont besoin d'un renforcement de capacité en permanence pour pouvoir mettre à jour les connaissances. Parce que les normes que nous utilisons sont très évolutives. Ce qu'on peut également ajouter comme difficulté, c'est vraiment les coûts élevés, par exemple, pour l'adhésion au réseau d'intercomparaison. Le département participe à 2 réseaux, par exemple, d'intercomparaison, tels que le BPA pour les analyses physico-chimiques et le RAIMA pour les analyses microbiologiques. Et pour pouvoir participer à ces essais interlabos, il faut mobiliser beaucoup de ressources financières. Également, les frais d'audit, que ce soit les audits d'évaluation ou les audits d'accréditation, c'est des frais qui sont très élevés. Alors, ce que nous pouvons également mentionner comme difficulté pour la mise en œuvre de la démarche qualité, l'insuffisance d'accompagnement. Voilà, c'est vrai, nous avons été accompagnés par beaucoup d'institutions comme l'ONUDI, comme la coopération danoise à travers DANIDA,
comme le PACAO, pour pouvoir atteindre ces résultats-là aujourd'hui. Mais il faut dire que pour pouvoir maintenir cette accréditation, nous avons toujours besoin d'accompagnement. Et nous pouvons également ajouter en termes de difficultés le faible pouvoir d'achat des acteurs de l'agroalimentaire pour pouvoir analyser leurs produits dans nos laboratoires. Premièrement, il y a la reconnaissance internationale des résultats d'analyse. Nos résultats donc sont connus à l'international. Deuxièmement, c'est l'accès aux marchés nationaux et internationaux. Ensuite, le rapport d'analyse donc reconnu à l'international. Une fois qu'on est accrédité, c'est reconnu au niveau international. Ensuite, il y a la fiabilité donc des résultats. Un laboratoire donc accrédité donne toujours des résultats fiables. Il y a la rapidité dans la délivrance donc des résultats d'analyse. Nous sommes dans le système donc de management qualité et dans nos procédures donc nous donnons 2 semaines maximum pour délivrer, pour donner donc le rapport au client. Il y a les coûts d'analyse qui sont abordables et il y a l'expérience donc du département parce que depuis 2012 nous sommes dans le système donc d'accréditation. Notre première accréditation c'est en 2012. Et ensuite, nous avons donc un personnel compétent, accueillant, disponible et serviable. Et la dernière donc raison, c'est que nous sommes là pour aider à avoir un aliment sain et sûr pour le consommateur. Donc toutes ces raisons-là font que nous avons raison à demander bien sûr le concours des laboratoires du département technologie alimentaire pour accompagner les acteurs vers la sécurité alimentaire et nutritionnelle donc des aliments.
Lausanne, la 4e ville de Suisse, accueille un grand nombre d'institutions et d'écoles. C'est dans le campus de l'UNIL que nous avons été accueillis à l'Institut de police scientifique. Des chercheurs y mettent au point des outils technologiques pour résoudre les énigmes criminelles. Mais quel lien avec l'alimentation? Allons à la rencontre de l'un d'eux. Bonjour Pierre et merci de nous recevoir. Qui êtes-vous et où sommes-nous? Je m'appelle Pierre Esseva, je suis professeur ici à l'école des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Et ici, donc, on se trouve dans l'unité qui est l'unité d'analyse des produits stupéfiants, dans laquelle nous avons justement développé toute une technologie pour pouvoir être à même d'amener le laboratoire sur le terrain, donc faire des analyses rapides en temps réel. La solution s'appelle Micronir. Alors parlez-nous de cette solution. Alors en effet, donc la solution en fait utilise du Micronir et puis on a créé une société, donc une start-up qui s'appelle NIRLab. Et l'idée de cette start-up finalement, c'est de pouvoir, comme je l'ai dit avant, amener le laboratoire le plus près du terrain et puis ça fonctionne de manière assez simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser par de l'infrarouge proche, donc il va caractériser la molécule ou les molécules présentes dans différentes substances. Donc on l'a dit avant, les stupéfiants, les médicaments, voire des aliments. Et puis ça part directement en lien avec un téléphone portable, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser n'importe où. C'est très robuste, donc il n'y a pas de problème d'humidité, de température, des choses là. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, le signal va être traité directement par des algorithmes assez sophistiqués dans le cloud et ça revient à l'utilisateur et la réponse, elle arrive en quelques secondes. Là, on a du poivre de Penja qui est une indication géographique protégée. Est-ce que vous pouvez nous faire voir comment cette solution peut permettre de le distinguer de n'importe quel autre poivre? Exactement. Donc l'idée, ce qu'il faut se dire, c'est que on va créer un modèle spécifique pour le poivre de Penja et voir si on arrive à le différencier des autres poivres. Donc dans le cas présent, on a montré que ça marchait assez bien. Et puis, regardez, c'est vraiment extrêmement facile, vous parlez d'une torche, c'est vraiment ça. Donc, on va venir en contact ici avec le poivre. Donc, on va, si vous voulez, extraire les caractéristiques physico-chimiques de ce poivre qui vont arriver directement sous le téléphone, sous l'aspect d'un spectre, donc qui va justement caractériser différents éléments, les arômes, la composition. Et puis ici, on voit que ce dernier a été identifié avec du poivre de Penja, du Cameroun. Et donc, on a cette identification qui est effectuée à ce niveau-là. Donc là, on peut faire facilement la différence entre le vrai du faux. Parce que sur nos marchés, on a souvent ces mélanges-là. Exactement. Donc, l'idée, c'est que si on arrive à avoir un modèle où on a entré les différents poivres de Penja qui sont produits au Cameroun, parce qu'on peut, j'imagine, différentes régions de production. Donc, une fois qu'on a ce modèle-là, on peut aller sur les marchés et puis se dire, attention, celui qu'on vient d'analyser, prenons par exemple cet exemple ici, si on l'analyse, on va se dire, on le vend comme du poivre de Penja, et puis ici, on voit que, on a du poivre qui est du poivre noir d'Inde, du Banasura, donc on arrive facilement à faire la différenciation. Magnifique. Alors, l'appellation poivre de Penja, c'est vrai qu'elle est propre à une région et qu'on trouve beaucoup de contrefaçons. Et vous m'en disiez un peu plus tout à l'heure, mais dites-moi, qu'est-ce que vous reconnaissez comme force de cette solution Micronir? Alors la solution, c'est clair, il y a l'aspect de la portabilité, donc vous pouvez directement aller sur le terrain. Il y a le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en chimie pour pouvoir l'utiliser. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. On arrive aussi rapidement à mettre à jour des modèles. Donc aujourd'hui, on parle du poivre de Penja. Demain, on peut parler d'autres super aliments comme de l'ananas, du café. Donc on arrive facilement à créer des modèles. Donc ça, c'est vraiment l'aspect que je pense qui est extrêmement intéressant. Donc le laboratoire sur le terrain, la rapidité, la transportabilité et la robustesse des modèles. Magnifique. Comment est-ce que vous verriez sur le long terme ou le moyen terme l'évolution de cette solution-là? Est-ce que vous voyez d'éventuelles collaborations ou partenariats? Alors oui, alors l'idée, c'est clair que si prenons par exemple le poivre. Alors ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir une collaboration par exemple avec une université africaine. Donc dans le cas présent, on pourrait imaginer une université au Cameroun qui a accès aux échantillons, parce que l'élément clé, c'est d'avoir accès à l'échantillon, d'avoir accès à la variabilité des poivres que l'on peut avoir. On peut imaginer que d'une année à l'autre, les caractéristiques du poivre peuvent changer, comme le vin chez nous. Le cépage de pinot noir
cette année ne sera pas le même celui de l'année prochaine, donc il faut qu'on intègre cette variabilité-là. Là, une collaboration entre universités, puisque nous, on est à l'université à Lausanne, on pourrait imaginer de très belles collaborations avec l'université au Cameroun pour créer ces modèles. Nous, on peut transférer la technologie sans problème, on peut avoir un soutien au niveau du développement des modèles, et puis aussi directement après, une fois que ces modèles sont en place, les tester sur le terrain, parce que c'est ça l'élément important. On est dans l'université, mais ce qu'on veut, c'est quelque chose qui soit utile sur le terrain. Tout à fait. Alors, Micronir, le laboratoire qui vient sur le terrain. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle, et j'espère que ce sera une bonne nouvelle pour vous, universités, importateurs, exportateurs, centres de recherche. C'est une solution qui, aujourd'hui, donne de la perspective dans le domaine de la recherche aux indications géographiques protégées africaines, en ce que on peut aller dans la finesse du prestige de nos poivres. Aujourd'hui, on a le poivre de Penja, mais selon l'état de maturité, selon le temps qu'il a mis dans le transport, est-ce qu'il a perdu en qualité, est-ce qu'il a perdu en goût. Vous avez vu, c'est une solution qui n'est pas dépendante à l'électricité, par exemple. Donc, en Afrique, ça fait une inquiétude de moins, et l'immédiateté des résultats qu'elle produit est vraiment bluffante. Donc, le message est passé, la balle est dans votre camp. Bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Da, da, da. Da, da. N'oubliez pas de vous abonner. Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence. Je vais présenter les résultats des travaux qui ont été réalisés au Cameroun sur l'igname. L'igname, une plante herbacée cultivée pour son tubercule. La présentation se fera suivant le plan 6 comptes en 6 points. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire formée d'universitaires et de chercheurs ayant des spécialités complémentaires, incluant la génétique, la microbiologie des sols et la biochimie. L'équipe compte aussi des étudiants de doctorat et de master. Outre les activités d'enseignement et de recherche, l'équipe fait des formations. Mais il faut dire que notre activité principale, c'est la création variétale, c'est-à-dire définition d'un idéotype, recours à la théorie de la sélection pour arriver à obtenir la plante que nous voulons par voie de croisement. Concernant le contexte de nos travaux, il faut dire que 98% des terres consacrées à la culture de l'igname dans le monde se trouvent en Afrique, suivant les statistiques de la FAO en 2022. Les 5 premiers producteurs mondiaux d'igname sont le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Le Cameroun se trouve en 6e position. Paradoxalement, les rendements les plus faibles aussi sont enregistrés dans ces pays. Au Nigeria, par exemple, le rendement est de 6 tonnes à l'hectare en moyenne, comparé aux 74 tonnes à l'hectare enregistrées en Guyane. L'igname appartient à la famille des Dioscoracées, qui compte près de 600 espèces, dont 8 sont cultivées. Dioscora rotundata est l'espèce la plus cultivée, alors que Dioscora dimettorum est celle à la valeur nutritionnelle la plus importante. Et celle qui a porté notre attention dans le programme d'amélioration. Il faut dire que l'essor de la culture de Dioscora dimettorum a des contraintes, notamment le faible intérêt pour la recherche, le manque de semences de qualité et le coût élevé. Une partie importante de la récolte est gardée comme semence pour la campagne suivante. Mais de toutes ces contraintes, le durcissement post-récolte est la contrainte la plus difficile et la plus contraignante. Ce phénomène occasionne
des pertes énormes aux producteurs qui sont essentiellement les femmes. Et c'est aussi un frein à la commercialisation de cette espèce. La question qui se posait à nous était de savoir comment, dans ce contexte, améliorer la production de Dioscora dimuterum afin de révéler son potentiel agro-industriel. Nous avons donc mené un certain nombre d'activités pour lesquelles je vais présenter les principaux résultats obtenus. Le tout premier résultat, c'est la mise au point de la technique de multiplication par les mini-sets. Cette technique peut permettre la création d'une filière de semences ignames. Le deuxième résultat, c'est la détermination de la taille optimale de la semence. Celle-ci a été déterminée à 300 grammes, indiquant ainsi à l'industrie semencielle l'objectif à atteindre pour optimiser la production. Le troisième résultat, c'est la définition d'une formulation d'engrais permettant de produire sur sol très acide. Il faut noter que le pH ici, c'est 4,3, doublé d'une toxicité aluminique. Et parmi les formulations d'engrais, nous avons identifié certains biofertilisants mycorhiziens qui permettaient d'avoir des semences, je voulais dire, des tailles visées, c'est-à-dire 300 grammes. Le quatrième résultat, c'est la production de supports pédagogiques et de fiches techniques pour vulgariser tout ce qui a été dit là tantôt, à travers des sessions de formation, comme ici, on peut le voir, une session de formation regroupant les femmes, formation qui visait à la vulgarisation de la technique des mini-sets. Le cinquième résultat concerne l'activité de création variétale proprement dite. La création variétale commence avec la mesure de la diversité génétique. Les résultats ici ont montré l'essence d'un potentiel génétique pouvant garantir le progrès génétique sur les caractères d'intérêt agronomique, tels que le rendement, le durcissement et la valeur nutritionnelle. Le sixième résultat, c'est la description de la biologie florale de Dioscora dimuterum. Nous savons en plus qu'il existe un décalage de 16 jours entre la maturité des deux fleurs. Ceci implique qu'il faut définir des stratégies de conservation de pollen afin de réaliser des croisements contrôlés. Donc, nous savons à travers nos travaux que Dioscora dimuterum est une plante dioïque, c'est-à-dire qu'il existe des plantes mâles et des plantes femelles. Le septième résultat, c'est la mise au point d'une méthode efficiente de pollinisation. Ceci peut permettre de faire des croisements contrôlés, posant ainsi les bases de l'amélioration variétale. Nous avons simulé une pollinisation naturelle en utilisant une seringue et obtenu un taux de fructification de 64%. Mesdames et messieurs, il faut dire ici que tous ces principaux résultats ont fait l'objet de 8 publications scientifiques. En conclusion, nous dirons qu'en rapprochant les valeurs nutritionnelles et agronomiques de l'igname en comparaison à celles du blé et du maïs, l'aboutissement de ce travail peut permettre de multiplier par un facteur compris entre 6 et 7 les quantités de protéines et de glucides produites à l'hectare avec Dioscora dimuterum. Avec ce que nous avons pu faire, comme démontré dans cette présentation, nous sommes convaincus que si nous avons plus de moyens, à savoir financiers, logistiques, un beau plateau technique pour la recherche fondamentale à travers des laboratoires bien équipés et des partenaires solides, nous pourrons faire mieux afin de contribuer de façon significative à la sécurité alimentaire dans le monde en mettant en œuvre les phases 2 et 3 du projet. Nous finirons cette présentation
nous ne finirons pas cette présentation sans remercier Afriland First Bank qui a financé cette première phase du travail à travers la fondation ADAF. Nos remerciements aussi vont à l'endroit de l'IRAD, qui est l'Institut de recherche agricole pour le développement, institut qui est chargé de la recherche agricole pour le développement au Cameroun. Remerciements aussi à notre institution d'attache, qui est la faculté de sciences de l'Université Yaoundé 1. Mesdames, Messieurs, ça veut dire tout simplement que bâtir l'Afrique que nous voulons, c'est possible. Et merci aux organisateurs de ce 3e Salon international de l'entrepreneuriat africain qui, à travers cette invitation, nous ont donné une plateforme exceptionnelle pour présenter les travaux que nous avons menés depuis 10 ans. Ces travaux ont permis d'avoir des distinctions honorifiques et la reconnaissance scientifique. Merci de votre aimable attention. L'instant chef. On va faire et on va essayer de faire pour 5 personnes avec la quantité qui est là. Alors, on y va. Le lait est au feu. Ça peut faire une bouillie pour 5 personnes. Et voilà la quantité de fonio qu'il faut mettre. C'est du fonio précuit. Prête. Maintenant, il nous reste seulement de mettre les fruits qu'on a préparés pour ça, la pomme et de la banane. Donc voilà que notre bouillie avec le fonio au lait est prêt. En tout cas pour nous, on n'a pas mis du sucre. Et c'est ce qui va nous servir le sucre. La banane. Et la pomme. Et voilà, c'est fini. Notre bouillie, elle est prête à manger. Vraiment, on fait un bon. On sert déjà. 5. Et voilà, c'est fini le service. Bonjour, venez découvrir avec moi les éléments du futur à Lausanne, à l'occasion du Salon de l'entrepreneuriat du 11 au 16 novembre. J'y serai et réservez vos places pour les dîners signatures. À très vite. À vos marques, prêts, pitchez. Bonjour tout le monde, moi c'est Nathalie Pepon. Bon, je vais vous faire part de notre projet
qui est un projet d'irrigation. En fait, nous sommes la ferme intégrée de toutes. Donc, c'est une ferme qui est située au Cameroun, à Yaoundé précisément, après le carrefour Ngolbison. Nous faisons dans l'agriculture et l'élevage. Nous avons commencé avec la culture de la canne à sucre, avec la culture de la papaye, l'élevage des fosses, donc des hannetons. Et la semaine prochaine, nous commençons à planter le fruit de la passion. Donc, en fait, ce sont des étendues qui vont de 6000 mètres carrés, comme pour le fruit de la passion, jusqu'à 3 hectares pour la papaye. Donc, ça fait déjà 3 ans que nous avons commencé ce projet et nous sommes vraiment butés au niveau de l'irrigation, donc au niveau de comment arroser notre disais ceci que nous sommes butés au niveau de comment arroser le champ parce que en saison des pluies, ça se passe naturellement bien vu que la pluie nous fournit de l'eau. Mais en saison sèche, on a un problème pour les arrosages. C'est vraiment pénible pour nous. Vous vous rendez compte que par exemple, la papaye est sur 3 hectares et il faut arroser 3 hectares de papaye chaque semaine parce qu'il ne faut pas passer une semaine sans qu'un papaye ne reçoive de l'eau. Sinon, il ne produit pas. Donc, il faut arroser 3 hectares chaque semaine. Donc, quand vous commencez à arroser le début du champ, quand vous arrivez à une semaine, que vous êtes au bout là-bas, la semaine qui suit, vous recommencez au début. Donc, vous n'avez pas de temps de faire autre chose en saison sèche. Donc, notre projet, vraiment, c'est qu'on puisse avoir un système d'irrigation. Donc, et puis, la ferme va continuer à s'étendre. Donc, il y aura du fruit de la passion. Comme j'ai dit, la semaine prochaine, on commence à planter, vu qu'on a déjà fait les piquetages et la trouaison. Donc, dès lundi, là, commençons le planting. Bon, les jours à venir, il y aura le champignon hors sol. Donc, on va lancer une champignonnière pour des champignons, pour la culture des champignons hors sol. Ensuite, il y aura les escargots et puis des lapins aussi et des poulets. Il y a une variété de poulets là, peut-être ce n'est pas encore très connu. C'est cette variété-là qui a été découverte par un Camerounais ou alors qui a été réinventée par un Camerounais. Donc, c'est cette variété de poulet-là que nous allons élever ici à la ferme intégrée de toutes. Donc, nous ambitionnons transformer tous les produits. Nous ambitionnons transformer tous les produits qui seront issus de cette ferme. Comme actuellement, on est en train de faire des tests sur la transformation de la papaye en confiture, en jus aussi. Et on est aussi en train de faire les tests sur les conserves de fosses. Donc, comment mettre les fosses en bocaux. Actuellement, on est en train d'expérimenter. Donc, au fur et à mesure, on verra quel nombre de temps ça pourra tenir et le goût que ça aura. Donc, voilà un peu présenter brièvement la ferme intégrée de toutes et le projet qui s'appuie sur l'irrigation. Parfait. Merci beaucoup. La question qu'on a, c'est au niveau des employés. Combien d'employés êtes-vous à la ferme et comment êtes-vous organisé en fait par rapport à la surface, superficie que vous avez à couvrir? Ok.
À la ferme, nous sommes 6 actuellement. Donc, c'est moi qui gère les employés. Nous sommes 4 jeunes hommes et 2 dames. Donc, c'est un peu ça. Et l'organisation, du coup, ça se passe comment? Parce qu'on a compris qu'il y avait quand même une grande surface à couvrir. Bon, l'organisation, en fait, on a délégué une personne chaque mois qui est censée gérer le mois. Donc, on voit les activités de la personne qui sera la plus apte à mener à bien l'équipe pendant un mois et la personne là est primée. Donc, chacun de nous se bat pour avoir la première place à chaque fois. C'est pour cela que ça avance, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est un système de bonus finalement. D'accord. Et au niveau du budget, vous arrivez à vous en sortir avec ce système Bon, au niveau du budget, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Parce que certes, il y a les rentrées d'argent, vu qu'on fait déjà la vente de papaye depuis un bon moment. On vend aussi les hannetons depuis un moment déjà. Mais ça n'arrive pas à faire la balance en fait. Ouais, je comprends. C'est là qu'on a besoin d'argent justement pour le projet d'irrigation. Ok, mais vous vendez à qui? C'est qui sont vos cibles en fait au niveau du client final? Ok, on vend aux revendeurs. En fait, nous sommes les grossistes. Donc, on vend aux semi-grossistes et aux détaillants. On ne vend pas aux consommateurs finaux. Ok, d'accord. Semi-grossistes et détaillants. Très bien. Et au niveau de la transformation, c'est quoi l'objectif? Bon, l'objectif est de transformer les papayes en confiture. C'est vrai qu'on est en train de faire déjà des... Au niveau du client final, je voulais dire. Est-ce que c'est toujours l'idée de faire du grossiste ou là, vous voulez aller sur le... Oui. On a envie de vendre même jusqu'au client, au client final parce que on s'est rendu compte qu'en vendant au client final, là, on aura une marge bénéficiaire plus importante. Donc, actuellement, nous sommes en train de chercher un comptoir dans un marché, plus précisément le marché du Fungi. Ça fait déjà même 4 mois qu'on cherche le comptoir. C'est pas facile d'avoir un comptoir là-bas. Mais bon, on a quand même eu des promesses entre-temps qu'on aura un comptoir. Donc, on patiente encore. Donc, on est en train de chercher un comptoir de ce côté-là, du marché Fungi, et une boutique aussi. Donc, on aimerait bien avoir une boutique pour pouvoir achalander tous nos produits. D'accord, très bien. Donc, si je comprends bien, au niveau de l'extension, c'est pour faire du B2C en direct, alors que ce que vous faites jusqu'à présent, c'est du B2B. Donc, vous êtes grossiste et vous revendez aux semi-grossistes. D'accord. Ok, c'est clair. Est-ce que vous n'avez pas peur de difficultés que vous avez dans l'irrigation actuellement ne viennent encore complexifier le problème en vous étendant sur d'autres types d'agriculture? Ok. Bon, vu que nous sommes là depuis déjà plus de 3 ans, on connaît déjà avec cette étude quelle période nous rapporte plus d'argent. Et ce sont des périodes de saison de pluie. Donc, en saison sèche, c'est-à-dire décembre, janvier, février jusqu'à mars, là, c'est vraiment mort. Donc, il n'y a pas d'entrée d'argent. Vous voyez que vous pouvez faire pratiquement 4 mois sans rentrer d'argent. Pourtant, les autres mois où il pleut, là, on vend chaque semaine. Chaque semaine, on a une page là où je publie les ventes. En fait, je publie les ventes là-bas. Chaque semaine, on vend chaque semaine. Mais dès que les pluies s'arrêtent, c'est aussi comme ça que la production s'arrête. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'irrigation là pour que on puisse avoir de la papaye ou alors autre chose. Parce que le fruit de la passion, c'est pareil. Mais on peut commencer déjà par la papaye. C'est pour qu'on puisse avoir de la papaye toutes les semaines sans exception, même pendant la saison sèche. Ok, très bien. Les 5 minutes sont écoulées. Je vous remercie.
Posez vos questions en commentaire. Les intervenants y répondront vendredi et samedi à Beaulieu. À demain. Car sa parole, elle s'accomplira.